Donc, je vais vous laisser vous présenter. On peut commencer par toi, Raphaël, si tu veux bien. Bonsoir. Alors du coup, moi, je suis Raphaël, créatrice de voyages sur la zone Sahara et Moyen-Orient. J'ai eu la chance de voyager en Égypte au mois de mars. Donc voilà, c'est avec plaisir que je vais vous faire partager un petit peu tout ça. Merci beaucoup. Bah, si tu veux continuer, Nabil, pour te présenter. Nabil, je fais partie de cette belle équipe d'Atalante. Je suis guide égyptologue à la base. Je travaille avec Atalante depuis 2003 en toute modestie. Donc, je fais partie de l'équipe en Égypte et aussi l'équipe d'Oman. Voilà, tout en bref. Ok, top. Et tu peux un peu nous parler de tes études rapidement, ce que tu as fait avant d'être guide? Bien sûr, un petit peu plus de détails. En fait, mes premières études, je suis diplômé de fac de lettres et section anglais, donc ça n'a rien à voir avec toutes mes études au niveau du tourisme. Par la suite, j'ai fait une partie d'égyptologie, formation en français. Avant 2003, je parlais pas du tout français, et toutes mes études étaient en anglais, donc je me suis mis là-dessus. Et je suis devenu guide égyptologue à partir précisément de 2006. J'ai essayé d'améliorer mon français et aussi toute ma connaissance grâce à quelqu'un dans ma vie et aussi grâce à mes chers clients qui m'apprennent toujours des choses. Voilà. Top, merci beaucoup pour cette présentation. À savoir, Nabil est en Égypte, hein, donc il peut avoir parfois des petites coupures au cas où pour le réseau, mais tout a l'air de très bien marcher actuellement. Et bah, du coup, Mohamed, je te laisse te présenter toi aussi. Alors, avec grand plaisir. Donc, moi, c'est Mohamed. Je suis aussi un ancien guide égyptologue. Donc, j'ai fait des études de l'école de tourisme, d'accompagnement de groupe et de l'histoire de l'égyptologie. J'ai travaillé comme guide en Égypte pendant une dizaine d'années. Après, j'ai été le responsable de l'agence au Caire. Et ensuite, je suis parti avec Nabil travailler à Oman aussi un petit peu. Et aujourd'hui, je suis le responsable des voyages sur mesure en Égypte. Voilà, et il se trouve à Marseille, pas très loin de chez nous. Voilà, physiquement, je suis à Marseille. Top. Et ben merci beaucoup pour cette présentation. Ce que je propose, c'est qu'on va démarrer la visio et de toute façon, vous retrouverez tout ça en replay, que ce soit sur YouTube où vous aurez un lien. Donc, même si vous arrivez un peu en retard, vous pourrez tout retrouver. Alors, tac, et présenter. Normalement, vous voyez mon écran. Est-ce que c'est le cas? Ouais? Oui, Oui. Ok, Oui. génial. Et bah, bienvenue à cette conférence sur l'Égypte. Et au programme, déjà, on va commencer avec les informations un peu importantes et les conseils du pays. Et puis après, comme vous avez pu le remarquer, on a deux guides avec nous et Raphaël qui revient tout juste d'Égypte. Donc il y a pas mal d'expériences et d'anecdotes qui vont être racontées tout au long de cette visio. Et à la fin, on terminera par 10-15 minutes d'échange. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. On y répondra avec plaisir à la fin de cette vidéo. Et j'ai vu que vous aviez répondu à notre sondage. Donc, il y en a déjà pas mal d'entre vous qui sont allés en Égypte. Donc, peut-être que vous souhaitez y retourner. Et pour quand même 35 personnes, c'est une destination que vous ne connaissez pas. Donc, on espère qu'on vous apprendra plein de choses à son sujet ce soir. Et ben, on peut démarrer tout de suite avec toi, Raphaël, pour nous présenter un peu la carte d'identité de l'Égypte et peut-être les petits conseils que tu peux donner à nos voyageurs, puisque tu te reviens tout juste, donc tu as peut-être deux, trois conseils à nous donner. Oui. Alors, donc l'Égypte, c'est un grand pays dont la capitale est le Caire. Il y a environ 110 millions d'habitants en Égypte, dont 20 millions se trouvent dans l'agglomération du Caire. Donc le Caire, c'est une très très grande ville. La langue qui est parlée en Égypte, c'est l'arabe, notamment l'arabe dialectal qui est propre à l'Égypte et qui est assez différent de différents dialectes arabes que vous pouvez trouver par exemple dans les pays du Maghreb.
Vous pouvez néanmoins apprendre quelques petits mots de dialecte avant de partir. Comme ça vous permettra de créer un peu du contact avec les locaux sur place. Parce que l'Égypte, c'est vraiment un pays dont l'hospitalité est au cœur des valeurs. Donc, vous aurez probablement multiples occasions sur place d'échanger un petit peu, de partager un thé ou un carcadé ou simplement un sourire. Mais en tout cas, une simple tentative de parler la langue locale est toujours accueillie vraiment chaleureusement. La monnaie sur place est la livre égyptienne. Pour aller en Égypte, vous n'avez pas besoin de faire un quelconque vaccin. Il n'y a pas de vaccin obligatoire. Et pour les visas, l'avantage aussi avec l'Égypte, c'est que vous n'avez rien besoin de préparer en amont. En fait, le visa s'achète directement sur place à l'arrivée à l'aéroport pour un montant qui s'élève à 25 $ et qui se paye directement au poste de douane. Donc, il se peut qu'en arrivant, vous ayez à faire un petit peu de queue pour acheter ce visa, mais c'est jamais rien de bien méchant. Voilà. Sinon, la meilleure période pour voyager en Égypte, c'est vraiment de la Toussaint jusqu'à la mi-avril. Après, sur entre ces mois-là, toutes les saisons ont un petit peu leurs avantages. Donc, si vous choisissez de voyager en début de saison, donc vers la Toussaint, vous profiterez, voilà, probablement des récoltes de dattes et de mangues, de l'été. Vous pourrez manger plein de fruits frais, donc c'est très sympa. Et si vous choisissez plutôt la fin de saison, donc de février à avril, vous serez, en plus sur le chemin, retour des oiseaux migrateurs vers l'Europe. Donc c'est vraiment un spectacle qui est unique, pour les amoureux de la nature, sur le Nil. Et c'est aussi le moment où la campagne, égyptienne reprend vraiment vie après l'hiver. Donc vous traversez des champs de blé d'un vert, vraiment, pur et des palmeraies luxuriantes. C'est vraiment super joli. Mais en tout cas, peu importe, la saison entre la Toussaint et la mi-avril, la météo globalement reste vraiment très clémente en Égypte. Donc après si vous voyagez en plein hiver, c'est toujours bien d'avoir quand même, un pull et une petite veste parce que les soirées peuvent quand même être fraîches, surtout dans la vallée du Nil, quand vous êtes sur l'eau, quoi. Et sinon, l'indispensable, c'est vraiment la crème solaire parce que le soleil est chaud en Égypte et il peut faire des petits ravages sur votre peau, donc c'est important de bien se protéger. Et voilà. Ok, top. Merci beaucoup, Raphaël, pour tous ces conseils un peu pratiques pour la destination, pour nos voyageurs. Et ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet et vraiment dans le cœur de l'Égypte avec les top 5 des expériences à vivre en Égypte, pardon. Mais vous allez voir avec Nabil et Mo, ces top 5, ça peut être décliné en top 10, top 15, tellement il y a de choses à voir et à raconter. Et on vous propose tout de suite de découvrir le Caire. Moi, si tu veux un peu donner qu'est-ce qu'il y a à voir au Caire, quelle est son histoire, qu'est-ce que tu peux dire sur cette ville qui a l'air assez frénétique et grande en tout cas. Oui, avec plaisir. Donc, c'est ma ville natale, hein. Donc, je suis né au Caire. Je suis né au plein centre du Caire. C'est une ville, comme a dit Raphaël, la plus grande ville du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, avec 20 millions d'habitants officiellement, hein. Donc, c'est probablement plus. C'est une ville qui a eu beaucoup de passages à travers toutes les civilisations. Donc, on peut trouver dans cette ville des monuments historiques depuis le temps des pharaons. Donc, la pyramide qui est devant vous sur la photo, on parle de 27 siècles avant la naissance du Christ. On peut trouver des monuments de temps des Grecs, des Romains, des Arabes, des Ottomans, comme la mosquée que vous pouvez voir aussi sur la petite photo à droite, la mosquée de Mohamed Ali. Il suffit juste de dire que il y a tellement de contrastes dans cette ville que entre les deux photos que vous voyez, les pyramides de Gizeh et la mosquée de Mohamed Ali, il y a à peu près 20, 29 siècles entre les deux, hein. Donc c'est une chose qui est incroyable et on peut faire ces visites-là dans la journée. Ok, ouais, dans une seule journée, on peut voir vraiment plein de choses. Nabil, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur cette ville, toi aussi que tu connais très bien, que ce soit au niveau de son histoire ou alors de ses monuments.
Alors en fait, le Caire, ça fait partie, comme vient de confirmer Mohamed, d'abord une de très grandes villes d'Égypte, à part que c'est la capitale, représentant une trentaine de millions d'habitants. Ça, c'est le côté un peu connu pour la plupart, qu'on trouve un peu partout sur le site web, etc. Mais il y a la convivialité du Caire incroyable pour celui qui imagine, qui visite l'Égypte pour la première fois. Euh, Côté moderne, tellement de choses à voir, mais il y a aussi le côté historique. Donc, sur la photo, comme Mohamed vient de dire, il y a la belle civilisation qui recule à 2600 ans à peu près avant Jésus, parlant des fondateurs des pyramides, etc. Passons par d'autres étapes. Quand on voit sur la photo, vous voyez 3 pyramides. Apparemment, les grandes qui sont connues pour vous, sans oublier qu'en réalité, il y a 98 presque pyramides. Donc, petit à petit, vous allez découvrir les raisons derrière tout ça. La mosquée qui fait partie d'un bon ensemble de la grande citadelle qui est bien connue par la citadelle aussi de Saladin et qui en fait c'est la mosquée de Mohamed Ali comme vient de dire Mohamed, nous met à mi-chemin qu'il y a le côté civilisation antique, l'Égypte des pharaons qu'on l'appelle, et aussi il y a le côté un peu musulmane de sa culture très riche au niveau d'architecture, etc. Mais ça, c'est le côté le plus moderne par rapport à cette civilisation incroyable d'Égypte. Et à mi-chemin, il y a le bon passage, évidemment, de la culture copte. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est copte en général? On va dire un peu les chrétiens d'Égypte de nos jours, sans oublier que le mot copte déjà signifie l'Égypte un peu dans le passé. Alors, on en parler en détail après pour ceux qui sont intéressés. Donc, ça fait 3 civilisations dans une seule, incroyable. C'est lui qui décide de visiter l'Égypte sans passer par le Caire, il rate des choses. Et vraiment, il faut passer par le Caire, en tout cas. Raphaël, toi, tu rentres d'Égypte il n'y a pas longtemps et tu as pu visiter, ou en tout cas voir une pyramide et visiter le Caire. Enfin, quel effet ça t'a fait? Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors oui, j'ai eu l'occasion de passer au Caire et notamment sur le site de Gizeh, qui est un lieu vraiment émouvant parce que, donc, comme l'ont expliqué mes collègues, vous voyez vraiment le mélange de plusieurs civilisations parce que vous avez les pyramides au premier plan et en arrière-plan, vous avez toute l'agglomération du Caire. Donc c'est vraiment un lieu magnifique. Et plus globalement, le Caire, pour moi, ça a vraiment été l'effet que ça m'a fait, c'est vraiment un tourbillon, mais dans le sens positif du terme, parce que voilà, c'est assez frénétique, donc il y a beaucoup de monde, ça bouge et voilà, c'est très prenant, très enivrant. Donc vous êtes entouré de plein de personnes, de plein de bruits, de plein d'odeurs. Voilà, ça fait vraiment voyager et du coup, derrière tout ce tumulte, vous sentez vraiment la culture profondément chaleureuse des Égyptiens qui sont aussi très fiers de leur histoire et où, comme je le disais tout à l'heure, l'hospitalité est vraiment une évidence. Et voilà, on sent que c'est un peuple qui vit son héritage au quotidien. Ok, top. Bah, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces connaissances, pour vous, messieurs les guides, et Raphaël, pour ton expérience. On a bien compris que l'Égypte, il y avait une histoire qui était très importante, et donc notamment par rapport au temple. Si on passe à la suite, il y a vraiment beaucoup de temples. Je suis pas sûre de tous les avoir répertoriés en plus sur cette petite slide, mais si toi, Nabil, tu avais un temple vraiment préféré ou que t'aimes, ce serait lequel? Enfin, je sais pas si c'est possible de choisir. Comme je dis toujours à mes touristes, voilà, les voyageurs qui viennent me voir dans nos pays, il y a tellement de temples et tellement des choses à raconter. J'adore tous les temples, sans exception. Il y a un qui touche mon cœur fort. J'ai dit toujours, bon, c'est le temple de Phila, au Philaï, qui est bien connu sous ce titre, c'est-à-dire, ça vient de verbe aimer en grec. Elle est bien placée, celui-là. Ça touche le cœur de votre guide parce qu'on y arrive par une petite barque. Il est placé sur une île. Un parmi moi je trouve les miracles un peu modernes parce qu'il a été déplacé aussi. Elle était sur une autre île et finalement on l'a déplacé. Ça a été découpé en petits morceaux, des blocs, etc. Tout est numérité. Finalement, on arrive sur place à l'accueil
d'une divinité incroyable à laquelle est dédié le temple, la divinité Isis. Je suppose que la plupart la connaissent. Et puis après, la présence d'une belle adorable, la déesse de l'amour, la danse, la joie, la musique, Hathor. Donc, je trouve qu'il y a une partie très romantique dans ce temple. Déjà, de sortir de la barque et faire une petite montée sur une rampe et arriver, c'est un temple quand même ptolémaïque, mais qui nous parle d'une belle civilisation égyptienne, ce qui montre déjà l'appréciation des civilisations modernes de cette civilisation ancienne. Il n'y a rien à dire. Je vous attends. Hein. C'est garanti une visite que vous n'allez pas le regretter. Ça fait rêver en tout cas. Toi, Mo, est-ce que tu as un temple un peu coup de cœur ou alors une anecdote dans un temple que tu aimes bien raconter? Alors, moi, mon coup de cœur, bien sûr, hein, je rejoins Nabil à tout ce qu'il a dit, hein, le temple de Philae, mais moi, mon coup de cœur, vraiment, c'est le temple d'Abou Simbel. Les temples d'Abou Simbel au pluriel, parce qu'il y en a deux, et c'était la photo dans la slide juste avant, je crois que la première slide. Abou Simbel, c'est vraiment un temple miraculeux, parce que c'est le temple construit par le roi Ramsès II, un des plus grands pharaons de l'histoire de l'Égypte. Il a construit un temple dédié au dieu Amon, bien sûr, le dieu principal, et un temple dédié à sa femme, Néfertari, sa femme nubienne qui vient du pays de la Nubie, les pharaons noirs. Et c'est un temple, pourquoi je dis miraculeux? Parce que ce sont deux temples qui sont côte à côte, qui ont été entièrement creusés dans la roche. Donc c'est une grande rocher comme ça dans la nature, qu'on a creusé une petite porte et on a pénétré par cette porte-là et on a creusé tout le temple. Donc toutes les colonnes, les salles, tout est creusé entièrement. Et pas que. 2 fois par an, le soleil, les rayons solaires se lèvent et comme les façades de ces temples-là sont face à l'est, donc les rayons solaires pénètrent les salles noires, obscures de ces temples-là pour éclairer les statues de Dieu qui se trouvent au fond de la salle de ce temple. Les deux jours où il y a ça, c'est l'anniversaire de Ramsès II et la date du couronnement de Ramsès II. Donc c'est vraiment un temple miraculeux. Nous, on propose cette visite avec la nuit sur place. À côté, ces temples-là se trouvent au bord du lac Nasser, dans un endroit 100% nature, et on peut assister au son-lumière. C'est vraiment le moment le plus fort. Hein. Là, j'ai les frissons aux mains, vraiment, avec la musique, les explications, l'éclairage des façades, avec les statues colossales de Ramsès II et sa femme. Sous les étoiles, et puis il y a au bord du lac, c'est vraiment un moment inoubliable. N'oublions pas notre cher ami Ahmed qui fait du thé à la menthe. On peut acheter ça en rentrant assister au spectacle. Donc là, je vous garantis un moment très très fort. Incroyable, en tout cas, ça semble merveilleux. Est-ce Ah que oui. toi, Raphaël, tu as un temple qui t'a un peu plus marqué que les autres? Alors, je rejoins Mo sur Abou Simbel et surtout le lever de soleil à Abou Simbel. Mais j'ai une autre visite qui m'a beaucoup marquée, c'est le temple d'Amon à Luxor, du coup, qui est déjà un très beau temple et qui aussi permet de se rendre un peu mieux compte des trois religions qui ont existé, pour certaines qui existent toujours en Égypte, parce que donc on a toute la religion de l'Égypte antique qui est à travers ce temple-là, mais on voit aussi des fresques chrétiennes au sein du temple. Et en fait, on a une mosquée aussi juste à côté. On entend le muezzin qui chante et c'est vraiment très, très prenant comme endroit. Et à visiter de nuit, c'est d'autant plus magique. Ok, top. Et génial. Est-ce qu'on peut faire juste un petit point aussi sur la vallée des rois? Je sais pas si Nabil, tu veux en parler, la vallée des rois et des reines, sur ce qu'il y a à voir un peu comment c'est l'ambiance là-bas. Ça sera injuste parce que ça sera un survol rapide. On a besoin des jours et des jours pour parler de la vallée des rois et la vallée des reines, mais je vais faire le plus bref là-dessus. Les personnes qui ont lu un petit peu sur l'Égypte imaginent qu'est-ce que c'est la vallée des rois et la vallée des reines. C'est le deuxième trésor
de nos morts qui jusqu'à nos jours attendent leur destin vraiment et leur belle rencontre avec les divinités dans le monde inférieur. C'est-à-dire, d'une façon bref, ce sont les tombes des rois, si on parle de la vallée des rois, vallée des reines, c'est une partie de toutes les soit qui ont été nommés pharaons à certaines conditions, quelques femmes, soit qui étaient un peu les femmes d'une grande partie de très grands pharaons d'Égypte antique. Quand on arrive, Mohamed avait déjà parlé d'Abou Simbel, tant qu'il y a un temple funéraire et qu'on l'a creusé au cœur de ces rochers. Imaginez la même chose dans la vallée des rois, qui est dans une montagne, une énorme colline de calcaire. On arrive et par une accès nommé la vallée, et à droite et à gauche de cette vallée, on trouve des trous quelque part qui nous amènent à des corridors, qui amènent aux chambres funéraires avec certains styles de plans quand même pharaoniques pour cacher leurs trésors, croyant qu'il y aura une belle rencontre. Il fallait conserver tous nos défunts pour faire les rencontres avec les divinités qui vont le couronner à la fin. Imaginez les couleurs, imaginez toutes leurs imaginations à l'époque et de ce monde inférieur. Donc, et pour moi, c'est le paradis de terre. Il n'y a rien à dire, surtout si jamais vous avez de la chance de visiter quelques tombes qui touchent le cœur de nos touristes avant vos guides. La bonne famille des Ramsès inclut les Ramsès 4 ou 6 ou 9, les fameuses qui sont ouvertes. Mais il y a aussi, sans oublier, la tombe de Séti Ier. Oh là là, c'est ce grand-père de notre cher Ramsès II. Quand on parle de Ramsès II, donc c'est-à-dire on parle de ce fameux Ramsès qui est connu pour la plupart de vous. Le grand fondateur des temples dont il parlait Mohamed, Abou Simbel, mais il y en avait plusieurs Ramsès. De Paris aussi, la vallée de Roi est bien placée par de l'obélisque de Paris. Ah ben voilà, exactement. Et aussi, notre cher Raphaël parlait de ce beau temple consacré à la divinité Amon, qui en fait porte le nom aussi Luxor. Et Ramsès II joue un rôle hyper important là-dessus, dans ce temple aussi. Et finalement, la vallée des reines, il n'y a pas énormément des belles tombes, sans oublier la plus belle qui touche mon cœur fort, celle de Nefertari. Le jour que vous visitez cette tombe, je suis avec vous, à notre charmeur guide, vous allez penser fort à ce Nabil, vous allez dire, il n'avait pas raison, il n'avait pas tort, ce faux Nabil. C'est une belle tombe, une parmi les plus belles de toute la vallée des reines. Il faut que je m'arrête, sinon on parle de l'égyptologie toute la soirée. Oui, si vous avez des questions sur les temples, vous pouvez évidemment les poser dans le chat. On y répondra à la fin, on en sélectionnera certaines. Et n'hésitez pas après à nous recontacter par la suite, on répondra à toutes vos questions. Globalement, on a plein d'experts chez nous, donc on pourra vous répondre sans problème. Mais oui, on passe à la suite. On a bien compris que l'histoire, la culture, c'était hyper important en Égypte. Mais on a aussi le côté authentique, rencontre dont parlait beaucoup Raphaël, notamment lorsque l'on fait une croisière au bord du Nil. Chez nous, ce sont des croisières vraiment authentiques sur des petits bateaux. Si Mohamed, tu veux un peu nous dire les différences entre les trois bateaux que l'on a, donc la Felouk, le Sandal ou le Dahabieh, pour un peu nous éclaircir sur ces différents bateaux. Avec grand plaisir, Pénélope. C'est vraiment notre spécialité en Égypte avec Atalante. C'est les petits voiliers traditionnels. Donc, tous nos voyages, toutes nos croisières sur le Nil, on les fait sur trois types de bateaux différents. Les trois, c'est des voiliers. On commence par le bateau basique, c'est la Felouk. C'est vraiment une petite embarcation très simple, mais très authentique, très proche de la nature, très proche de l'eau. Vous pouvez la voir sur la photo qui est tout à droite, avec une voile latine et maximum 8 à 10 personnes à bord, spécialement pour des couples ou des amis ou une petite famille. On dort sur le pont avec des matelas, avec des duvets et on peut tirer les bords avec le vent, surtout sens de navigation du sud vers le nord. Après, on passe vers la catégorie intermédiaire, on dirait
On appelle ça la catégorie confort, avec le Sandal. Donc, c'est le bateau qui se trouve sur la photo à gauche. Ça, c'est une grande felouk qui ferait de double de taille. Pour info, la felouk, c'est 10 mètres de long à peu près, 10 à 12 mètres. Le Sandal, il ferait 20 mètres, 20 à 22 mètres. Donc, c'est une grande felouk qu'on a aménagée et qu'on a construit des cabines. Donc, vous pouvez avoir votre cabine avec une porte fermée, avec une douche, salle de bain, maximum 6 cabines hein, sur ce bateau, avec 2 voiles latines et navigation du nord vers le sud, parce qu'il faut avoir le vent de dos. Le Sandal, il ne tire pas les bords. Ça, c'est vraiment une catégorie confort, très, très charme. Après, on passe vers la catégorie au-dessus, c'est le Dahabia. Dahabia, comme ça se prononce, c'est la photo au milieu. Et c'est vraiment le sandal de luxe. Hein. Donc, un Dahabia, il ferait à peu près entre 35 et 40 mètres de long. Là, c'est pour des grands groupes et en plus pour vraiment le luxe. Donc, on va aller jusqu'à 8 cabines, donc 15 personnes ou 16 personnes maximum à bord, avec un pont très, très spacieux. Mais ça navigue quand même, vous voyez, il y a 2 voiles latines, il y a un petit balcon derrière, il y a un grand salon à l'intérieur et ça fait aussi la croisière. En tout cas, quel que soit le type de bateau, vous avez droit à la grande découverte de la campagne égyptienne, des balades dans les champs et la découverte des marchés, des écoles, des villages et des temples qui se trouvent sur le chemin. Oui, ça nous permet de voir aussi une autre Égypte, ces bateaux le long, du Nil. Raphaël, tu as pu, en faire l'expérience il y a pas longtemps. Est-ce que tu veux un peu nous raconter, ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti? Oui, j'ai eu l'occasion de passer 3 jours fabuleux sur le Sandal, du coup. Alors, je pense que c'est difficile de décrire, pardon, la sensation de paix qu'on ressent quand on navigue sur le Nil, parce que c'est des espaces qui sont vraiment très, très paisibles. Et en fait, vous avez l'occasion, en naviguant, d'observer toute la vie qui se trame sur les berges du Nil. Et c'est donc un lieu qui est très, très vivant. Vous voyez beaucoup d'animaux, beaucoup d'oiseaux, parce qu'en plus, moi, j'y étais au mois de mars, donc c'est une saison où on peut observer pas mal d'oiseaux. On voit aussi un petit peu les pêcheurs, les enfants qui jouent sur les berges. Et c'est effectivement l'occasion d'aller se promener dans les champs et dans les petits villages environnants. Et voilà, si je devais décrire en un mot ce que j'ai ressenti sur ce bateau, c'était vraiment une grande sensation de paix. Voilà, c'est très reposant, très paisible et c'est c'est vraiment c'est encore plus luxuriant que ce qu'on peut imaginer. Et j'ai une petite question là rapide, comme ça on peut y répondre. On répondra aux autres bien évidemment après, mais c'est vrai que je me la posais moi-même. Est-ce qu'on peut se baigner dans le Nil? Raphaël, si tu veux. Ouais. Enfin, je sais pas si tu as pu te baigner toi. Alors moi, j'ai pas eu l'occasion de me baigner, mais on peut se baigner. Il y a certains endroits où il est possible de se baigner, notamment lorsque vous voyagez en Felouk, vous avez des petits arrêts pour vous baigner. Et également, dans nos croisières sur le lac Nasser, il est également possible de se baigner et de profiter un peu, de se rafraîchir dans le Nil. Génial, trop bien. Et du coup, tu en parlais un petit peu, mais donc via la Felouk, les bateaux, ça vous permet de découvrir la campagne égyptienne, de faire des rencontres dans les villages, de faire des balades dans les palmeraies, de voir les champs. Mo, si tu as des choses à dire, par exemple, sur la vie d'un paysan en Égypte, comment ça se passe dans ces campagnes un peu? Bien sûr, ben, j'ai plein de choses à dire, plein de choses qu'on a vécues sur ces voyages pendant plusieurs années à découvrir la partie entre Luxor et Assouan, donc c'est vraiment la partie sud. Et d'ailleurs, c'est la partie la moins développée de l'Égypte. Donc, une promenade dans le sud n'est pas la même qu'une promenade dans le delta du Nil, dans le nord, parce que malheureusement, enfin, c'est un peu ça. Hein, le sud est beaucoup moins développé, mais beaucoup plus authentique et beaucoup plus sauvage, comme on voit sur la photo. Devant vous, c'est des petits villages avec des paysans qui cultivent encore à la main plein
de champs et qui ont beaucoup de canaux d'irrigation. Donc, c'est des pompes qui sont installées sur les berges du Nil, qui pompent l'eau dans des canaux d'irrigation. Heureusement, il y en a des kilomètres et des kilomètres de ces canaux-là. Ils cultivent beaucoup des mangues, des palmiers, dattiers, on parle de ça, et ils cultivent aussi énormément de champs de canne à sucre. Ils cultivent beaucoup d'orangiers, de citronniers, et surtout les palmiers daumiers aussi, c'est très typique. Ce que vous voyez sur la photo, là, les deux palmiers qui sont à gauche avec les paysans qui sont assis en dessous, c'est des palmiers daumiers. Ça donne un fruit comme ça qui s'appelle des daumes, avec lequel on fait un jus qui est très très bon. Et ils cultivent aussi du carcadé, c'est l'hibiscus, c'est vraiment le jus traditionnel du Sud. Ils utilisent encore les moyens de transport très basiques comme l'âne et la vache. Il y a encore le noria, c'est un petit outil fabriqué du bois et du fer pour faire tourner, pour faire sortir l'eau des puits qu'on a installés et le faire distribuer dans les champs. Et nous, on fait donc des promenades au quotidien pour traverser tous ces villages et tous ces champs-là. Évidemment, le matin, quand les paysans ils partent pour travailler dans leurs champs. Ok, et du coup, toi, Raphaël, quand tu as fait cette croisière en feu doux, non, pardon, en sandales, tu as pu un peu aller dans ces villages, rencontrer les personnes. Qu'est-ce que tu as vécu? Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter? Oui, alors j'ai croisé pas mal de monde entre les villages et les chemins qui mènent au village. Et c'était vraiment l'occasion d'observer la façon de travailler des paysans qui est vraiment impressionnant. Donc, ils travaillent tous le champ à la main. Et j'ai pu observer des hommes grimpant au palmier dattier pour mettre du pollen, parce que c'était le moment un petit peu, c'est le printemps, donc c'est le moment de la floraison. Et voilà, donc il y avait des personnes qui grimpaient au palmier un petit peu partout, plein d'enfants dans les champs qui jouaient. Et les enfants viennent beaucoup aussi à votre rencontre. Donc c'est vraiment l'occasion d'avoir plein d'échanges et de partager et d'échanger, d'en apprendre plus sur la vie des personnes qui vivent dans ces villages-là. Ok, ça a l'air vraiment génial. Nabil, je sais que toi, tu me parlais avant un peu des couleurs de cette campagne. Je sais pas si tu veux en dire un peu plus ce soir. Oui, bien sûr. En fait, quand on parle de la campagne, déjà, le survol rapide que vous avez fait à propos des bateaux, Felouk, Sandal, Dadier, comme Mohamed a dit, à part qu'ils sont dans l'eau et qu'on est quand même en passe à découvrir toute la rive du Nil, vous voyez des couleurs magnifiques. À la fois, il y a la nature, donc les couleurs des champs, tout ce qui les champs du canne à sucre, bananier, daumier, dattier, etc., qui vient de citer mon cher Mohamed. Mais il y a aussi les gens eux-mêmes, c'est-à-dire à la fois les êtres humains avec leurs habits, et surtout j'ai parlé des dames, les dames du sud d'Égypte et surtout de la Nubie avec leur, ce qu'on appelle le abaya, donc sans avoir du tout le style de vrai abaya qui est très connu. Chez nous, c'est des couleurs très conviviales. Euh, qui reflète un peu. Regardez déjà la photo, et j'arrive pas à dire plus. La photo qui est sur le slide montre la joie des deux dames devant le pain solaire, simplement une parmi les spécialités du Sud. Et quand ils sortent, vous avez l'habitude, soit en Égypte ou dans d'autres pays, de voir la plupart de nos dames, c'est par respect, c'est les traditions, sont habillées en noir. Mais dans leur vie un peu quotidienne, près de leur rue, devant leur maison, etc., ils sont habillés des vêtements très colorés. Donc, j'adore. Donc, ça reflète un peu la nature du Sud quand même. Et aussi les maisons elles-mêmes. Donc, les maisons nubiennes, ceux qui ont visité l'Égypte et qui vont voir euh, les couleurs bleu ciel parlant du Nil et du ciel, les couleurs vertes qui parlent un peu de la nature, la verdure, la couleur ocre un peu sur les façades des maisons parlant du soleil et du désert et les montagnes qui entourent un petit peu, ou qui prennent plutôt la vallée du Nil dans ses bras. Tout ça, on peut dire, entre guillemets, c'est les belles couleurs du sud d'Égypte. Et le nord est très intéressant aussi, mais c'est plus le sud.
Ça donne vraiment très envie de voyager en Égypte quand on vous entend, en tout cas, de découvrir autant le tumulte du Caire que l'authenticité et un peu la paix de ces campagnes égyptiennes du sud. Pour terminer un peu sur ces expériences à vivre, en tout cas en Égypte, vous avez quand même des traditions et des cultures qui sont très fortes. Je sais que tu en as vécu une il y a pas longtemps parce que c'était Pâques, Nabil. Si tu veux parler un peu plus de cette fête qui a l'air très très importante pour vous les Égyptiens. Oui, Pâques, bon, c'est la fameuse Pâques que vous connaissez bien, sauf que pour l'Égypte, on l'a faite autrement. Pâques en Égypte, non seulement pour les chrétiens. Donc, c'est vrai, il y a la vraie Pâques, c'est pour les chrétiens d'Égypte de nos jours. Mais il y a une fête qui est bien nommée, la fête de printemps. C'est le lendemain simplement de Pâques. Et que c'est une fête assez ancienne, liée à l'Égypte antique. On a quelques astuces voilà, à fêter cette fête avec de poissons salés comme repas, par exemple, à manger, comme votre repas de Noël au repas de Pâques. Nous, c'est poisson salé dès le matin avec des œufs un peu colorés. Et quand je dis lié à l'Égypte antique, parce qu'ils fêtaient ça à l'époque, c'était un revenellement, simplement. Une nouvelle vie, un annoncement tout simplement de changement des cultures, la vallée du Nil qui rénove complètement les rives, etc. Et maintenant, on continue sur cette tradition que les Égyptiens mangent ce poisson salé, qu'on peut leur conserver pour la préparation peut durer 2, 3 mois, un truc comme ça, avec ses belles yeux et colorés. Tous les Égyptiens, musulmans, chrétiens, tout ce qui est sur la terre d'Égypte, en fait, ça, c'est et à la lettre fête de printemps. C'est une joie incroyable de voir les gens sortir dans les jardins. N'a rien à voir avec les moyens. Donc, c'est-à-dire les riches peuvent aller dans ce moment-là faire un bon partage avec tout le peuple, etc. Les gens qui sont les locaux simples dans la vallée du Nil, ils peuvent choisir un petit jardin quelque part, sortir, s'asseoir par terre, comme un peu péqué à l'européenne, mais on le fait à notre style. Et je rigole toujours, peut-être que ça n'a rien à voir avec le sujet, mais j'ai dit ce poisson pour nous sent fort, mais on l'aime toujours. Et ça sent plus fort que votre camembert si ça vous dit quelque chose. Je pense qu'on a tous l'odeur en tête du coup là, c'est bon, ouais. Euh, j'avais aussi une autre question tout à l'heure, tu as parlé du pain solaire. Mo, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce plat qui semble traditionnel chez vous, comment c'est préparé, etc. Et justement, le pain solaire, c'est une spécialité du sud de l'Égypte. Sur toute la partie entre Luxor et Assouan, toutes les femmes préparent la farine le matin et ils font avec de l'eau et du sel et ils font grandir la farine avec le soleil, donc le soleil matinal surtout. Donc ils vont aller mettre sur un grand plateau le pain préparé et ils vont le mettre 1 heure ou 2 sur en, en soleil comme ça, en attendant que la taille augmente et après ils vont le mettre au four. Et ça s'appelle le pain solaire. C'est très très bon, hein. Et d'ailleurs, sur tous nos bateaux, c'est le pain qu'on utilise assez au quotidien pour les repas, pendant les voyages. Ok, bon, c'est vrai qu'en photo déjà ça donne envie, donc j'imagine en vrai. Toi, Raphaël, t'es parti pendant la période du Ramadan, donc tu as vécu quelques soirées sympas autour de cette fête religieuse. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu as vécu pendant ton voyage? Oui, donc oui, j'ai eu l'occasion d'aller en Égypte pendant le Ramadan. C'était vraiment super parce que du coup, j'ai participé à pas mal de ruptures de jeûne sur place. Donc, c'était l'occasion de goûter plein de plats traditionnels et de boire aussi plein de jus avec différents fruits, notamment du jus de goyave qui était vraiment super bon, des jus avec de la banane. Donc, c'était vraiment un festival de goût pour les papilles, c'était super. Et c'est aussi un bon moyen un peu d'assister à ce sens du partage des Égyptiens parce que
En fait, tous les soirs, il y avait des gigantesques tables qui se dressaient dans les rues, où tout le monde venait manger ensemble, partager, la rupture du jeûne ensemble et les personnes un peu plus favorisées donnent à ceux qui ont moins les moyens et du coup, c'est des énormes festins qui s'organisent, dans les villes et dans les villages et c'est vraiment fascinant d'assister à tout ça et c'est vraiment très beau à voir. Ça avait l'air sympa en tout cas quand tu le racontes. Pour essayer de faciliter les échanges, est-ce que Nabil, tu pourrais nous dire comment on dit bonjour chez vous? Comme ça au moins. Alors, en fait, il y a deux versions. On peut dire le bonjour simple, donc, et ça se dit dans tout le monde arabe. La version salam alaikum que vous connaissez bien. Mais ça peut se dire toute la journée, il n'y a aucun problème, le matin, le soir, à midi, etc. Et la réponse, alaikum salam. Je vous laisse la paix, je vous le rends pareillement. Mais il y a le petit bonjour à l'égyptienne, c'est un peu le matinal, quoi. C'est-à-dire, si vous êtes à bord sur la felouk ou le bateau, que ce soit sandales ou d'habillé, vous levez le matin et vous voulez dire bonjour à votre équipe et ça leur fera vraiment un grand plaisir. Vous connaissez la reine de Saba? Ouais. C'est très bien. On va prendre juste le premier syllabe, Saba, et on rajoute al-khir. Saba al-khir, voilà, le bonjour de la charité, de bonheur, etc. Et on peut reprendre pareillement la même chose, Saba al-khir, c'est-à-dire bonjour. Mais ça se dit uniquement la matinée, c'est-à-dire dès le lever jusqu'à voilà, 10 heures de maths, ça se dit un truc comme ça. Et la réponse, on peut jouer là-dessus. On peut répondre par la même chose et après, tout dépend, on s'adresse à qui? Ah, une belle fille charmante, on peut dire bonjour de fleurs, de miel, de roses, etc. Ça fait plaisir. Ça, c'est le bonjour à l'égyptienne et qui peut fonctionner aussi partout dans le monde arabe. Ok, génial. Merci pour cette petite info. Et Mo, comment on dit merci? Pareil. Alors, le merci, c'est vraiment le mot unique dans tout le monde arabe. Tout le monde qui parle de l'arabe, c'est shukran. Voilà, shukran, c'est merci. Et afwan, c'est de rien. Voilà. Ok. Bon, vous avez compris. S'il y a deux mots à retenir, c'est maintenant. Vous pouvez prendre des petites notes. Pour terminer, donc on a partagé les 5 expériences, mais on a un petit bonus parce que, comme vous avez pu le voir, et j'ai vu qu'il y avait déjà des questions dessus, il y a eu la réouverture du désert blanc. On est super heureux chez Atalante. Si tu veux nous en dire un peu plus, Raphaël, et puis après on pourra laisser aussi Nabil, parce que j'ai bien compris qu'il adorait ce désert aussi en tant que guide. Alors, le désert blanc a réouvert effectivement. On a ressorti des circuits dans le désert blanc chez Atalante. C'est un lieu qui est très connu des amoureux du désert et qui était très attendu également par les fins connaisseurs parce que c'est un lieu qui est vraiment unique au monde. Il se situe du coup à l'ouest du Nil en Égypte, plutôt au nord. Et si on l'appelle le désert blanc, c'est pour ces grandes étendues fantomatiques et ces grandes formations rocheuses blanches et qui prennent des formes assez irréelles. C'est vraiment un chef-d'œuvre de la nature. En gros, c'est du calcaire qui a été un petit peu sculpté par le vent et par le temps. Donc, c'est les vestiges d'un ancien fond marin. Et donc voilà, vous avez des étendues très très vastes avec des formations qui prennent un peu toutes les formes. Donc vous pouvez imaginer des animaux, vous pouvez imaginer des champignons, vous pouvez imaginer des humains ou d'autres êtres divers. Mais voilà, en tout cas, c'est un lieu qui est vraiment magique, qui est aussi ouvert à tous, aussi bien pour les personnes qui ont l'habitude de voyager dans le désert que pour les personnes un petit peu plus novices. Il saura éblouir tout le monde et voilà, c'est vraiment un lieu, je pense, l'un des lieux les plus spectaculaires que le Sahara a à offrir. Donc voilà, si vous avez envie d'aller dans le désert blanc, n'hésitez pas parce que ça en vaut vraiment le détour. Ok, ça donne envie en tout cas quand tu le racontes. Et toi, Nabil, je sais que c'est un désert qui te tient à cœur. Je sais pas si tu veux rajouter des choses dessus qui sont importantes pour toi. Je veux commencer par un tout petit truc, mais je vais le dire rapidement. Tout à l'heure, quand je parlais du Caire, j'ai dit c'est lui qui visite l'Égypte sans passer par le Caire le regrette.
Admettons qu'on choisit un peu le sud, il y a tellement des choses à voir. Évidemment, entre Luxor, Aswan, etc., c'est très riche. Mais le Caire me touche fort au nord parce que c'est là où il y a quand même un petit passage où on peut aller au désert blanc. Le désert blanc, presque 500 km à peu près entre le Caire direct jusqu'à l'entrée du désert blanc, vous arrivez, oh mon Dieu. Moi, je demande toujours à mes touristes de fermer les yeux un petit peu pour 3-4 minutes, vivre un petit peu ce bonheur-là. Un plateau, c'est sans des sédimentaires, tout simplement. Les couches les plus récentes qui ont été formées, 35 millions d'années à peu près. Les plus anciennes, ça peut aller jusqu'à 80 millions d'années. À vous d'imaginer. Hein. Donc, quand on arrive à un plateau ordinaire, Nabil, et alors, ah non, non, attendez. Quand on voit les érosions, comment ils sont travaillés sur le rocher, et finalement nous former des belles formes, des fois qui montrent des bustes humains, des formes d'animaux incroyables. On a l'impression qu'il y a un artiste qui est passé par là avant notre arrivée, qui avait sculpté tous les rochers. Quand vous faites vos promenades dans un milieu, un plateau qui dépasse facilement les 5000 mètres carrés, donc c'est quand même énorme. On fait nos promenades et peut-être j'exagère un peu, mais non, c'est la réalité. Chaque heure, il y a quelque chose de différent à voir. On fait, les anciens programmes ont resté presque 5 jours sur place, d'autres programmes 2 jours un peu rapidement. Même si vous passez 3-4 heures une balade, vous n'allez jamais l'oublier. Mais si on parle de l'Égypte dans cette visio, et vous me permettez quand même, parce que c'est très rare et exceptionnel, cette superficie des désert blanc est assez énorme, comme je viens de dire, riche, on peut rester des jours et des jours, 5 jours au moins pour marcher dedans. Mais il y a un petit bout quand même, c'est eux qui ont fait le Oman avec moi ou qui vont le faire un jour et on aura une vision de parler de ça, Inch'Allah, j'espère. Il y a un petit bout à Oman qui est nommé le désert blanc, qui n'est pas très connu aussi pour les gens sur la carte, parce qu'il est nommé autrement, le nom de Jebel Cobra. Je dis à tous les gens qui m'ont visité à Oman, si jamais vous rêvez de désert blanc d'Égypte, venez, je vous montre un petit bout. C'est vraiment une toute petite superficie, 10 km et sur 5 km, mais on a l'impression qu'on a arraché un morceau et on l'a collé là-bas. Je ne sais pas qui a arraché de qui, mais en tout cas, les deux, ils sont magnifiques. J'attends votre arrivée pour le désert blanc d'Égypte. Honnêtement, vous n'allez pas le regretter. Ce n'est pas une vente, même si c'est j'ai acheté. C'est très bien. Mais vraiment un bon mélange entre la civilisation ancienne et la nature. Ok, incroyable en tout cas. Bon bah je pense qu'il faut faire l'Égypte et Oman en réalité, ce sera beaucoup plus simple comme ça, pas besoin de faire de choix. Et bah on arrive à la fin globalement nous de notre présentation, mais c'est le moment où vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, comme ça on y répond. Vous êtes beaucoup à avoir posé des questions sur le désert blanc, donc on va continuer un petit peu sur ce sujet parce que j'ai l'impression que ça vous intéresse pas mal. Alors on me demande quelle est la meilleure période pour aller visiter le désert blanc, Raphaël? Alors ça reste un petit peu comme je l'ai expliqué au début de la visio. C'est entre la Toussaint et le mois d'avril, sachant qu'en hiver, il peut quand même faire assez froid la nuit dans le désert blanc. Voilà, c'est le désert, donc la nuit, les températures peuvent chuter bas. Donc il faut être bien équipé et avoir un bon duvet. Mais sinon, il peut se visiter quand vous le souhaitez, de la Toussaint à début avril. Ok, top. Continuez à poser vos questions. On essaie de répondre à tout le monde. On fait vraiment au mieux. Alors, pareil, toujours sur le voyage sur le désert blanc, il est indiqué comme niveau 2 chaussures chez nous, mais comme un trek et non pas une randonnée. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça demande vraiment une condition physique importante? Alors, en fait, le circuit, c'est un trek en étoile. Donc, ce sont des randonnées qui s'organisent autour du camp de base. Donc, ce n'est pas un trek en itinérance, mais un trek en étoile. Et en termes de conditions physiques, disons qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une condition physique extraordinaire parce que dans le désert blanc, il y a très peu de dénivelé. Donc, voilà, les efforts sont accessibles et il est aussi en niveau 2 parce que en fait, les nuits se font en tente et dès lors que les nuits sont en tente, on passe à un niveau 2 parce que ce sont des conditions de confort, voilà, qui ne sont pas forcément,
accessible à tout le monde. Donc, c'est un niveau 2, mais effectivement, en termes d'effort, c'est accessible. Ok, super. Et on continue, je suis désolée sur toutes ces questions. Est-ce qu'il y a possibilité dans nos voyages de faire le désert blanc, le Caire et une croisière sur le Nil où tu vas visiter les principaux temples? Alors, pour le moment, vous pouvez faire le désert blanc, en 8 jours et ajouter, ce qu'on appelle des extensions. Donc Atalante propose plusieurs extensions, dont une extension au Caire de 3 jours, une extension à Alexandrie. Vous avez également une extension sur la mer Rouge, si jamais ça vous intéresse. Mais, pour le moment, nous n'avons pas encore produit un circuit qui, combine et le Caire et la croisière et le désert blanc, mais en tout cas, c'est en cours et ça devrait, pardon, arriver prochainement. Mais aujourd'hui, le circuit dans le désert blanc, c'est un circuit, de 8 jours. Ok, top. Merci beaucoup d'y avoir répondu. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? On a pas mal. On me demande sur le côté un peu sécurité de l'Égypte, comment ça se passe en Égypte, tout ça. Je sais pas si Mo ou Raphaël, comme tu préfères. Alors, oui, la sécurité en Égypte, c'est bien sûr la grande question, mais c'est très simple, hein. Si Atalante a fait le choix d'envoyer ses clients quelque part, hein, je ne parle pas du désert blanc ou l'Égypte ou n'importe quel pays euh, dans le monde, c'est on s'est assuré plusieurs fois de la sécurité sur place, soit par les canaux officiels via le site du ministère des Affaires étrangères, ou bien par le réseau du guide et le réseau du chauffeur et le réseau des autorités concernées dans chaque pays. Et en ce qui concerne le désert blanc, c'est vrai que le désert blanc est resté plusieurs années fermé, mais ça, c'était pas du tout dû à l'Égypte. C'était dû à un pays voisin, la Libye. Et, tout le monde sait que il n'y a pas eu depuis une dizaine d'années une structure politique claire en Libye. Du coup, les frontières n'étaient pas totalement sûres, n'étaient pas totalement surveillées. Mais depuis cette année-là, 2025, l'État français a classé le désert égyptien de l'Ouest en étant des lieux sûrs. Alors que, figurez-vous, depuis plusieurs années, même avant le Covid, j'avais des clients et des amis, tout ça, qui me téléphonaient pour me dire on veut aller dans le désert blanc parce qu'on a vu des vidéos, des photos sur les réseaux sociaux qui parlent de ça. Et effectivement, on ne pouvait pas les envoyer parce que noir sur blanc, sur le papier, ce n'était pas ouvert. Mais ils voyaient tout ça et c'était des gens qui allaient par leurs propres moyens. Donc, une fois de plus, c'est un lieu sûr, vraiment, hein. J'ai passé une dizaine d'années à faire des voyages là-bas. Je connais les habitants des oasis, les habitants du désert. C'est aller les yeux fermés, vraiment, hein. Merci beaucoup pour ces précisions. On répond encore à quelques questions et après on vous laisse parce que c'est quand même l'heure de manger. J'ai une petite question, Raphaël, si tu peux y répondre. Est-ce que le nouveau musée égyptien près du site de Gizeh est enfin ouvert? Alors, le nouveau musée, du Caire sera inauguré début juillet. Donc, dès le début de la saison prochaine, vous pourrez visiter le musée qui sera tout fraîchement ouvert, en sachant que, le circuit des arts blancs, j'en parle comme on en a parlé juste avant, le circuit des arts blancs inclut la visite du coup du grand musée du Caire et la visite des pyramides de Gizeh. Donc voilà, ce sera l'occasion de faire d'une pierre deux coups et de visiter les deux grands lieux qui valent le détour selon Nabil. Donc oui, dès les prochains départs, vous irez au nouveau Grand Musée du Caire. Top. C'est parfait, ça, comme voyage, du coup. On demande aussi s'il y a un peu des randos sur nos voyages en Égypte, ou alors si c'est vraiment plutôt assez tranquille et que des petites balades, ce genre de choses. Alors, vous avez des petites randonnées, sur les circuits dès lors que vous faites, des croisières sur le Nil. On combine en fait visite de temple avec, petites balades dans la campagne égyptienne. Et on a également un circuit dans lequel, vous randonnez, pas mal, dans l'oasis de Fayoum.
Donc, c'est la photo que vous voyez en bas à droite sur la visio. Donc, il y en a certains circuits qui incluent de la randonnée, effectivement. Et sur Ok. le désert blanc également, il y a pas mal de marches. Ok, top, merci. Allez, je choisis encore deux petites questions et après on arrêtera pour ce soir. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous contacter, on y répondra avec plaisir, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en réponse à la newsletter que vous avez reçue. Il n'y a aucun problème. Mo, on me demande si on demande un circuit Le Caire, désert blanc et mer Rouge, est-ce que c'est possible de l'avoir en privatif? Alors, un peu compliqué parce que là, le désert blanc et la mer Rouge, le désert blanc, c'est l'ouest et la mer Rouge, c'est l'est. Donc, il y a beaucoup de kilomètres. Il faut s'attendre à plusieurs journées de transfert. C'est vraiment comme si on voulait faire Brest et Strasbourg dans le même voyage en passant par Paris. Donc, il faut plusieurs jours et il faut minimum, je dirais, 12 jours pour bien découvrir le désert blanc, le Caire, qui sera le centre de ce voyage-là, et après repartir sur la mer Rouge pour passer plusieurs jours effectivement dans les stations balnéaires les plus sauvages. Donc, il faut s'éloigner quand même du Caire, minimum 500 km. Ok, ça marche. Donc oui, ça fait pas mal de transport. Et une petite dernière question. Euh, paf. Allez, je choisis elle. Y a-t-il encore des choses à voir dans l'ancien musée du Caire? Je sais pas si Nabil, tu connais bien l'ancien musée du Caire. Oui, il en reste le musée du Caire, l'ancien en fait, il y avait tellement d'objets. Déjà dans le sous-sol du musée, il y en avait au moins 150 000 objets. Sans oublier que le nouveau musée, c'est un rêve pour nous tous depuis plus de 25 ans. Je suis très fier. Si j'étais pas égyptien, j'aurais bien aimé être égyptien, surtout après l'ouverture de ce beau musée. On a tellement des choses exposées là-dedans, mais ça garde aussi l'importance de l'ancien musée. Oui, il est encore à visiter. Euh, Si vous me permettez, évidemment, on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, mais la question sur le musée du Caire a été répétée plusieurs fois dans les commentaires, dans le chat. Une bonne partie a été ouverte dans le musée. Elle n'est pas complètement ouverte, mais elle est à visiter. Ça y est, c'est bon. Mais il reste encore des choses en préparation. Vous allez être surpris. Maintenant, bon, c'est merveilleux, mais dans 2, 3 ans, waouh, le vrai waouh, ça va être encore clair. Ok, top. Et ben en tout cas, merci beaucoup pour votre participation à tous les trois. C'était super de vous avoir avec nous. Merci à tous d'avoir participé ce soir à cette visioconférence pour vos questions, etc. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas soit à nous appeler ou alors à nous envoyer un mail, donc soit via la newsletter que vous avez reçue ou alors en envoyant un sur les bons contacts à Talente directement ou même sur nos réseaux sociaux, on fera en sorte de répondre à toutes vos questions si vous en avez aussi. Et si vous avez l'envie de partir en Égypte ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, pareil, à nous appeler. On fera un plaisir de vous avoir à nos côtés pour ces magnifiques voyages.